Bonjour à tous, je me présente, Grégoire Ichou, chanteur lyrique et guide conférencier, et je donne des visites chantées de l'exposition Alphonse Mucha au Musée du Luxembourg. Alors, pour commencer, nous allons voir plusieurs affiches d'Alphonse Mucha représentant Henriette Rosine Bernard, plus connue sous le nom de Sarah Bernard, la plus célèbre tragédienne française du tournant du XXe siècle. On la voit ici dans le rôle de Gismonda, dans le drame éponyme de Victorien Sardou, dans cette affiche de 1894 qui a révolutionné l'art de l'affiche tant elle se distinguait des affiches contemporaines. Selon la légende, cette affiche qui a fait de Mucha du jour au lendemain un des plus grands affichistes de son temps alors qu'il vivait par nécessité comme simple illustrateur, cette affiche aurait été le fruit d'un travail de seulement quelques jours et c'est par hasard que Mucha, se trouvant chez l'imprimeur, en aurait reçu la commande. Sarah Bernard avait peur qu'il n'y ait pas suffisamment de public à la représentation suivante de Gismonda. Disons que l'histoire est un peu plus complexe que cette légende, mais puisqu'on parle de Sarah Bernard, on va la voir dans d'autres affiches avec toujours un format similaire, ce format allongé comme pour Gismonda, et comme dans une sorte de niche, comme ce serait le cas pour une statue de sainte dans une église. On voit donc Sarah Bernard dans La Dame aux camélias de Dumas fils, dans Lorenzaccio, dans Hamlet, dans Médée. Mais au cours de sa très longue carrière, la divine, comme on l'a surnommée, a joué bien d'autres rôles. On l'a vu dans Fédora, Théodora, La Tosca de Victorien Sardou. On l'a vu plusieurs fois en Jeanne d'Arc, mais la liste serait tellement longue qu'il vaut mieux la chanter. Alphonse Mucha était loin d'être un simple affichiste, art nouveau, un décorateur élégant. C'était un personnage complexe et spirituel. Son propre fils, Jirji, a déclaré, je cite, « Tel que je le connaissais, mon père était plus un philosophe qu'un peintre. Il s'est détourné de la peinture pour défendre ses idées, des idées nobles sur l'humanité, sur le chemin vers la paix et sur la fraternité universelle. » Et parmi ces idéaux d'Alphonse Mucha, dans un contexte d'extrême tension en Europe et même de guerre, il y a l'idéal de compassion entre les peuples. Cet idéal, on le retrouve sur cette huile sur toile, peinte par Mucha au sortir de la Première Guerre mondiale, qui s'intitule « La France embrasse la Bohème ». La Bohème, c'est ce personnage féminin nu, adossé à la croix, qu'on reconnaît par un petit indice. Cet indice, c'est le lion à double queue de la ville de Prague. Et l'autre figure, c'est la France, ou l'esprit de la Révolution française, que l'on reconnaît à son bonnet phrygien, lui-même symbole de liberté, d'affranchissement.
c'est justement la France qui, dans cette huile sur toile, vient de dénouer les cordes qui attachaient la Bohême à cette croix. Et ces cordes, cette croix, c'était l'Empire austro-hongrois. Cette œuvre témoigne de cette slavophilie qui avait cours en France depuis la fin du XIXe siècle et qui s'explique en grande partie par des facteurs géopolitiques. Si on schématise, la France, la Russie, comme les peuples slaves de l'Empire austro-hongrois, et donc en l'occurrence la Bohême, avaient un ennemi commun, le monde germanique. Devant cette œuvre qui illustre cette amitié franco-slave et cette quête commune de liberté, je vous interprète l'hymne franco-slave composé quelques années plus tôt, juste avant la Première Guerre mondiale, par Eugène Cabane sur des paroles de Pierre Vincent. Peuple héroïque, aux vaillants amis slaves, pour conquérir un sol qui soit à vous. Vous avez su vous montrer forts et braves dans des combats qui vous illustrent tous. Ce passé-là, combien il vous honore, mais parmi vous sont des déshérités qui n'ont pas pu goûter encore cet enivrant parfum de liberté. Liberté, oh liberté chérie, à comment peut-on vivre sans toi? Chaque peuple a droit à sa patrie, oppresseur connaissez cette loi. On y soit, slave tel qui défaille, supprimons le joug de vos tyrans pour livrer la suprême bataille. Les Français combattront dans vos rangs. Il est important de se rendre compte que cette slavophilie française explique en partie le succès fulgurant de Mucha à Paris en ce tournant du XXe siècle. Alors un aspect relativement méconnu de l'œuvre et de la personnalité de Mucha, c'est son attachement à ses racines tchèques. En témoigne sa vaste épopée slave qui est évoquée dans cette salle, mais aussi des œuvres moins monumentales comme cette affiche de 1911 pour la chorale des professeurs moraves, qui était une chorale qui se produisait dans le monde entier en interprétant des chants populaires traditionnels moraves, mais aussi des œuvres composées par Leoš Janáček, un des plus grands compositeurs tchèques contemporains de Mucha. Et d'ailleurs, Mucha le connaissait personnellement. Ils s'étaient rencontrés dans le chœur de la cathédrale de Brno, au sein duquel Mucha a chanté quand il était enfant. Mucha est morave comme Janáček et il décide de représenter sur cette affiche justement une figure féminine en habit traditionnel morave en train, il semble, d'écouter le chant d'un oiseau. Eh bien le chant morave adapté par Janáček que je vais interpréter tout de suite évoque justement une jeune femme qui s'adresse à un oiseau.
Ce chant morave adapté par Janáček fait partie d'un cycle de 53 chants moraves publiés en 1908, c'est-à-dire seulement 3 ans avant que Mucha ne réalise cette affiche. Janáček, comme Mucha dans les arts visuels, est très attaché à ses racines et il considérait comme un devoir patrimonial et patriotique que d'aller dans des villages, recueillir, noter, conserver des mélodies qui risquaient de tomber dans l'oubli. Retrouvez-moi au Musée du Luxembourg pour des visites chantées de l'exposition Alphonse Mucha les 20 décembre et 3 janvier.